Bonjour à tous, je suis Cédric, fondateur de True North Odyssey. L'objectif de True North est de partir à la recherche de vérité, de direction, autour des relations à soi, mais aussi aux autres, d'un point de vue masculin. Dans cette optique, aujourd'hui, je reçois Loïs Coltel. Loïs accompagne les femmes et les familles. Loïs va nous parler de contrat parental. Pourquoi discuter du projet enfant en couple? Pourquoi mettre un cadre? Comment le mettre en place? Et pourquoi les hommes aiment beaucoup l'idée. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Loïs Coltel. Bonjour Loïs. Bonjour Cédric. Bonjour, alors la première question que je voulais te poser c'est qui es-tu? Tu es originaire d'Ardèche et tu vis en Ardèche dans un petit village. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais comme métier? Écoute, oui, je viens effectivement du sud de la France, de l'Ardèche, où je vis depuis une dizaine d'années. Je viens d'avoir tout juste 40 ans, la quarantaine épanouie de la femme. Et puis, qu'est-ce que je fais? Écoute, plutôt du soutien à la parentalité. Ce serait un bon résumé. Okay. L'idée, c'est que j'accompagne depuis l'idée de la conception des parents jusqu'à l'adolescence. Voilà, avec un objectif qui serait de comment maintenir les relations de manière harmonieuse au sein d'une famille. D'accord. Et depuis combien de temps tu fais ça? Écoute, de l'accompagnement du féminin, ça doit faire une vingtaine d'années. Mmh. Et puis après, mon parcours fait que j'ai d'abord accompagné la fin de vie, donc les personnes en fin de vie, dans ces moments délicats pour me retrouver sur la naissance, donc l'arrivée. Et peut-être que le point commun que j'ai trouvé, c'est que je trouve que c'est des passages de délicatesse et les moments où finalement l'être humain il est le plus vulnérable quand il arrive et puis au moment où il part. Et je trouve que c'est important qu'on s'occupe de manière sociétale de comment on accueille un être qui arrive, comment on lui permet de rentrer dans la matrice terrestre et comment il peut aussi partir de manière plus apaisée dans une autre matrice, une autre naissance, celle de l'astral. Et voilà, je fais un lien avec tout ça et j'ai pour cœur d'accompagner les parents qui ont envie de grandir dans cette conscience-là. Ok. Tu suggères l'idée de réfléchir et de discuter en couple avant le projet avant de devenir parent. Donc, tu conseilles aux couples de discuter entre eux avant la conception. Comment tu en es arrivé là? Écoute, très souvent, en fait, on m'appelle pour les enfants. Donc, c'est les enfants qui ont, je sais pas, de l'eczéma, qui ont des troubles du sommeil, etc. Et donc, au départ, je ne faisais qu'intervenir auprès des enfants. Et puis, je me suis rendu compte à chaque fois qu'il y avait une dynamique familiale, vraiment, que c'était une systémique, et que très souvent, l'enfant, quand même, à 90%, il manifeste un trouble qui est lié à l'environnement, donc au cadre, à la fameuse matrice. Donc, je me suis intéressée au couple et je me suis rendu compte qu'effectivement, souvent, l'enfant, c'est parce qu'il y a des tensions dans le couple à ce moment-là, professionnelles ou relationnelles, ou l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, ou un déménagement, ou un changement de travail des parents, et finalement, c'est l'enfant qui le manifeste. Donc, je me suis dit, finalement, au bout, c'est les parents dont il faut s'occuper, ou en tout cas tout le monde, puisque l'enfant ne fait que manifester dans les premières années des troubles qui sont finalement liés à son environnement. Et quand on amène de l'amour, de la bienveillance et un cadre, parce que c'est du contrat parental dont on va parler, ça ramène de la sécurité pour tout le monde. Et qu'est-ce que tu constates quand tu rencontres les parents et les pères dans ta pratique? Écoute, je dirais que très souvent, les femmes, elles sont dans une démarche un peu thérapeutique. C'est un peu plus féminin. Mmh. Et que les messieurs, comme on va parler d'émotions ou de choses comme ça, ils sont pas toujours très à l'aise. Et que finalement, dans ces familles, c'est souvent là aussi maman qui s'occupe de beaucoup de choses. Je veux pas faire très cliché, mais c'est une constatation de terrain, tout simplement.
où elles vont travailler, s'occuper des devoirs en rentrant. Et les papas, on les retrouve éventuellement sur les sports, parce qu'il se trouve quelques prédispositions à ce niveau-là, mais avec finalement peu d'implication au niveau éducatif. Je dirais que c'est par une forme d'absence non volontaire. Des fois, c'est parce que les pères travaillent beaucoup et puis qu'ils rentrent et qu'ils sont fatigués. Parfois, il y a de la pudeur, de pas trop savoir finalement quelle est la place ou la limite. Et puis finalement, peut-être le plus gros ces dernières années, c'est je sais pas comment faire. C'est-à-dire le schéma qu'on a eu que les hommes ont eu de leur père ou de leur grand-père ne vont pas forcément rentrer ne va pas forcément faire sens pour eux. On va pas dégainer la ceinture, on n'en est plus aux fessées, aux coups de pantoufle, etc. Donc, ok, si c'était ça le masculin avant, si c'était ça aussi qu'on pensait du masculin, moi, je suis un homme aujourd'hui, je suis père, et comment j'ai envie d'agir? C'est quoi ma place finalement? Alors, la femme, elle l'a toujours eu et c'est s'occuper des enfants, elle continue à le faire. Après, elle est aussi en recherche de liberté, donc elle veut bien un compagnon plus présent, mais finalement, le compagnon, le mari, c'est pas toujours, tout simplement. C'est quoi le nouveau modèle? C'est quoi pour moi être un père? Dans quoi j'ai envie de m'impliquer de manière très concrète au quotidien, quoi? Est-ce que c'est faire le biberon? Est-ce que c'est les amener à l'école? Est-ce que sur des choses vraiment très pratico-pratiques, j'allais dire? Quand tu discutes avec les couples, comment tu approches cette discussion autour des rôles et justement de comment on va pouvoir solutionner ce problème de rôle et de responsabilité entre les différentes personnes? Écoute, moi, je suis très... Alors, mon idéal, évidemment, c'est de pouvoir parler de tout ça avec des futurs parents, Mm-hmm. avec des parents qui se questionnent, puisque parents, c'est pas la naissance qui nous donne, ça nous donne un titre, mais ça nous donne pas les facultés, les compétences ou l'aisance à l'être. Donc, je pense que ça se construit toute une vie. Donc, moi, ce que j'aime, c'est l'aspect préventif. Mais évidemment que les gens que je rencontre, et c'est tout à leur honneur, ils commencent leur travail là où ils en sont, avec des fois déjà 2 enfants, des fois c'est la naissance du 3e, peu importe. Moi, je dis que ce que je trouve assez étonnant, c'est comment finalement on s'interroge quand on veut acheter des biens qui sont consommables et interchangeables et éphémères, mais pour lesquels on va se dire tiens, je veux acheter une nouvelle voiture. Est-ce que je la veux rouge? Est-ce que je la veux verte? Je veux quoi comme motorisation? Est-ce que je veux une 5 places, une 2 portes, une sportive, une familiale? Puis on va se poser la même question pour une maison. Combien de places? Voilà, où est-ce que je veux être déjà? La mer, la montagne? Est-ce que je veux du calme? Est-ce que je veux la ville? Vous voyez, on s'en pose des questions pour des choses finalement qui restent très liées à l'argent. Et pour des questions fondamentales qui vont nous engager sur en gros 20 ans minimum, on se pose pas les questions fondamentales de c'est quoi mes valeurs? C'est quoi que je veux transmettre à mes enfants? C'est quoi le cadre que je veux leur offrir? Donc la discussion dans le couple, moi je pense qu'elle devrait avoir lieu dès que le couple il est dans un désir, qu'il se projette, qu'il a envie, et ça devrait être de manière assez simple finalement, qui est on s'engage dans un couple, comment on vit notre couple, et puis tiens, si on se voit par an, qu'est-ce que ça va changer dans notre couple? Le moment idéal, je pense pas qu'il y en ait vraiment un. Je pense que ça vient plus de la sensibilité du couple. Peut-être certains vont faire ça le matin au réveil en restant allongés dans le lit, en discutant pendant 2 heures à bâton rompu de l'éducation. Pour d'autres, ça va être de faire ça en allant dehors dans la nature, marcher parce qu'ils sont en mouvement et les idées seront plus claires. Il n'y a pas vraiment un moment, il y a plutôt, je pense, des qualités, c'est-à-dire d'être dans une forme de complicité, d'ouverture, d'accueil de l'autre, de non-jugement, de confiance, qui fait que chacun va pouvoir dire à la fois, moi, mon idéal, ça serait ça, mais en fait, ça, je flippe aussi de ça, quoi. Je flippe d'être fatiguée la nuit, de pas réussir à me lever, ou que ce soit trop de contraintes, de plus avoir de temps pour moi. Parce que si on est honnête, on le pense tous, juste on le dit pas. Et puis on reste que sur les aspects positifs que ce serait d'être parent. Et puis après, on met la tête dedans, c'est-à-dire que l'enfant, lui, il est là et il réclame de l'amour, de l'attention. Et puis on se sent vite débordé, quoi. Voilà, donc je pense que ça devrait être une conversation
amoureuse comme les autres et sans pression, dans le sens où si on le fait en amont, et ben on a le temps de s'y préparer justement. On a le temps de réfléchir à quoi on va avoir besoin. Et si les enfants sont déjà là, mais c'est chouette aussi, quoi. C'est de se dire, ben, on fait ce constat-là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a envie de changer pour être bien dans notre couple et puis pour être bien individuellement et puis du coup pour être des bons individus en couple et en famille. Et en gros, amener le meilleur de soi. Et est-ce que c'est juste des discussions ou est-ce que tu conseilles de poser ça de l'écrire, Papier, ouais. Bon, moi, mon truc, voilà, c'est vraiment ça. Ça serait avec les années, en tout cas, j'ai essayé de mettre au point un contrat que j'ai appelé Happy Team, avec l'idée qu'on ait une équipe parentale et qui est donc un contrat signé. Alors voilà, ça peut faire peur, mais c'est une forme de contrat, un contrat de responsabilité parentale. C'est-à-dire, voilà, je peux te reconnaître pour un homme, hein, puisque toi tu t'adresses plus aux hommes, ou comme une femme, je sais pas, désirante, sexy, je te reconnais, là tu es mon amant, ça va. Et puis je peux te reconnaître en tant qu'individu qui est en recherche et donc voir ton aspect spirituel. Mais la parentalité, c'est encore autre chose. Est-ce que je te vois mère, c'est encore une autre fonction. Il ne faut pas tout mélanger. Et dans cette casquette-là, comment tu vas te manifester, comment tu vas pouvoir t'épanouir. C'est aussi donner à l'autre la possibilité d'être vu dans sa fonction parentale et de l'accompagner, de la créer ensemble et de la vivre, de l'expérimenter. Donc, je pense que l'avantage, si je devais dire, du contrat, déjà, c'est que les mots, on les oublie. Les écrits, ils restent. Ouais. Parce que avoir une discussion où on s'est dit des choses, vous en parlez 2 jours après, il y en a un, vous connaissez, je pense tous, la communication. Entre ce qu'on veut dire, la déperdition des pourcentages du message et ce qu'il en reste à la fin, il y a en gros 20%. Donc, il est fort probable qu'au bout d'une semaine, on ne se rappelle plus exactement les mots échangés. Chacun va l'avoir interprété de la manière dont il le souhaitait. Donc, je pense que d'écrire, les mots, ils restent. On peut revenir dessus. La deuxième chose, c'est comme c'est un contrat ludique, contrat moral qu'on passe simplement au sein de ce couple, la signature reste un engagement. Donc, à la fin, chacun quand même s'engage et je pense que dans cet engagement, c'est aussi reconnaître que l'autre, il désire la même chose que nous, c'est-à-dire que le couple aille bien et que les bases parentales sont les mêmes. Donc, ça sécurise chacun des deux. Et puis, peut-être que par la suite, et ça aussi, je ris parce que je pense forcément à des personnes que j'ai suivies et pour qui ça a été très, très intéressant. C'est de dire si jamais une des choses auxquelles on s'est engagé, on a oublié ou on a été fatigué, ce jour-là, on l'a pas fait, ok. Et au lieu de rentrer dans un conflit ouvert en termes de communication, et puis Claude vient nous dire oui, t'as pas fait ci, et tu t'es engagé, et là on part dans des discussions qui deviennent très rapidement troubleuses. C'est juste de dire à l'autre, chérie, juste te rappelle, contrat. Voilà, juste ce mot-là. Et ça, c'est suffisant parce que l'autre, il sait très bien ce qu'il a signé. Donc après, il va reprendre sa responsabilité. Vous voyez, on ne peut pas dire, ah oui, zut, bon ok, excuse-moi, c'est vrai. Je m'étais engagée à ça aujourd'hui, j'ai zappé. Et ça permet, vous voyez, tout de suite de libérer une pression, de ne pas rentrer dans un jeu psychologique où il y en a un qui va faire un reproche, l'autre qui va essayer de se défendre. Et vous n'en finissez pas, c'est un truc neutre. Rappelle-toi, tu as écrit ça, puis c'est ta signature en bas. Donc voilà, on est des adultes responsables, chacun prend sa responsabilité. Et je crois que ça facilite grandement la communication. Et si on va plus en détail sur le contrat, qu'est-ce que ça comprend, ce contrat? Alors, dans les grandes lignes, il y aurait la mise en commun de ces valeurs fondamentales éducatives. Donc ça, c'est toute une liste de valeurs qu'il faut que chacun fasse de son côté et qui ensuite est mise en commun. Et on regarde là où ça match. Et en gros, qu'est-ce qui est négociable et non négociable en termes de valeurs qu'on veut transmettre. Et ça va vous donner un plan de valeurs. Et je pense que les valeurs qu'on veut transmettre nous donnent un sens. Et ça facilite grandement, puisque si vous savez dans quelle direction vous voulez aller, comment vous voulez accompagner vos enfants, dans quel cadre, après, on fait dans la pratique ce qui va nourrir, ce qui va valider le sens et les valeurs qu'on a données. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y aurait la communication dans le couple.
Comment j'ai besoin que tu communiques. Est-ce que si tu me parles quand je suis frustrée, ça va pas aller, je préfère que tu l'écrives sur un papier. Est-ce qu'on fait ça, allez, même soyons modernes, par SMS s'il faut. Est-ce que j'ai besoin que tu me fasses de la poésie? Que chacun des deux s'interroge sur quand ça va bien, comment j'aime que tu me communiques. Alors c'est beaucoup issu des travaux de la PNL, hein, c'est-à-dire on a tous un moyen de communication sensorielle privilégié, auditif, kinesthésique, etc. Lequel je choisis, qui est celui qui convient à mon partenaire et qui va faciliter la relation. Ce qui est clair, c'est, je te coupe, c'est la communication dans le couple. Les hommes et les femmes, de ce que je vois dans mes lectures et dans mes rencontres avec les différentes personnes, n'ont pas du tout la même forme de communication. Une femme va avoir tendance à exprimer quelque chose de façon subtile qui va peut-être pas être perçue par un homme de la même façon. Donc, ce que tu disais tout à l'heure de clarifier sur un contrat, mettre noir sur blanc ce que chacun veut dire, ça peut vraiment grandement aider la relation. Est-ce que c'est ce genre de choses que tu remarques aussi en thérapie? Oui, parce qu'il y a toujours cette idée où aussi, je pense que c'est sociétal. On a tendance à dire que la femme, voilà, elle va être subtile, émotive, voilà, et puis que les hommes, ils auraient moins d'émotions. Moi, je pense pas. Après, je pense qu'un homme amène un cadre. Ça, c'est une réalité. Que la femme, elle amène si l'homme devait amener un cadre, il est carré. Et puis la femme, si elle en amène un, il est rond. Mais en rentrant dans un carré, et un carré peut rentrer dans un rond. Ouais. En termes de géométrie. Et qu'on est constitué en tant qu'être des deux. Donc, c'est aussi inviter l'homme, pourquoi pas, exprimer plus de sensibilité ou à s'ouvrir à cette subtilité. Et puis, à la femme aussi, à ne pas faire que des sous-entendus et à oser, elle aussi, dire les choses cash, quoi. Tu me parlais un des podcasts là que tu viens de faire, donc sur la sexualité. C'est souvent le cas, c'est-à-dire que la femme, elle va avoir besoin d'être enrobée, elle va avoir besoin de ce romantisme, et c'est très bien. Mais attention, en tant que femme, on peut aussi avoir besoin et des envies qui vont être comme les hommes, dans le sens où tout d'un coup, on a envie et on peut aussi être plus cash et dire à l'autre simplement, j'ai envie de toi, là, maintenant, tout de suite, comme ça. Vous voyez, donc, il y a cette idée de ne pas s'enfermer et qu'on soit un homme ou une femme dans une manière de communiquer. Et voilà, c'est l'occasion de se dire comment on a envie de communiquer du couple. Oui, tout à fait. Donc, on revient au contrat. Tu disais la communication dans le couple et ensuite. Oui, alors je vais peut-être passer un peu plus rapidement parce que évidemment que si je propose un accompagnement, c'est parce que ce serait simple d'avoir 6 ou 7 lignes et puis de les remplir. Or, ça touche quand même vraiment à des choses fondamentales. Donc, c'est pour ça qu'il y a un accompagnement autour, évidemment. Donc, il y aurait la répartition des activités journalières communes, et là, qui n'ont rien à voir avec les enfants au départ. Hein, c'est juste, je ne sais pas, en termes de cuisine, de ménage, qui fait quoi. Si c'est égalitaire, tant mieux. Si ça l'est pas, mais que ça convient au couple, c'est OK aussi. Là, c'est la liberté à chacun de voir. Il y aurait aussi donc tous les temps à deux, c'est-à-dire en tant que couple, vu que là l'idée c'est un contrat d'engagement parental, c'est qu'à un moment on va être 3. Mais avant d'être 3, on a été 2. Et donc comment on continue de fonctionner à 2? Comment on nourrit son couple quand l'enfant il est là, quoi. Ça change la donne. Donc l'idée c'est entre autres, et c'est toi, on en avait parlé longuement lors de notre premier échange, c'est les supports de proximité. J'ai beaucoup aimé ce terme que tu avais utilisé pour dire les gens qui sont autour de nous et qui peuvent nous aider. C'est-à-dire, on est un couple, à un moment, on a besoin d'aller manger au resto, quoi. Si avant que l'enfant soit là, on le fait toutes les semaines, et puis parce qu'il est là, tout d'un coup, on ne le fait plus du tout. OK, on est en mode parental, mais on va mettre à mal aussi l'équilibre du couple. Alors, cet équilibre de couple, il est forcément à réinventer et adapter au fait qu'on devient parent et que cette fonction-là change la donne. Mais ça ne doit pas changer ce qui est fondamental. Sinon, on n'a plus de base, quoi. Ouais, exactement. Ça te parle de ton expérience ou de... Oui, non, tout à fait, oui. Le support, la communauté autour qui permet de souffler quelques minutes ou une soirée, l'espace d'une soirée ou un week-end. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre... oui, sur le long terme, oui, absolument. Donc ça, sur le contrat, ça peut être, on s'engage à se faire un resto par mois parce que c'est notre minimum. Si on en a plus, c'est tant mieux. Mais
On a besoin une fois par mois d'être en tête-à-tête en amoureux. Parce qu'on a besoin aussi, à ce moment-là, peut-être, de remettre un peu plus sa casquette femme amante ou homme amant, peut-être dans la séduction, parce que le couple, il a besoin de cette séduction, sinon il se meurt petit à petit, quoi. Absolument. Après, un autre point, donc ça sera l'étant seul, c'est-à-dire que, ok, j'ai une fonction père, ok, j'ai une fonction quand je travaille, ok, j'ai une fonction, mais je suis aussi un homme, avant tout, un être, et en tant qu'être, j'ai des besoins qui sont fondamentaux, qui peuvent être d'avoir une demi-heure par jour pour bouquiner. Ça peut être d'avoir, et moi je le conseille, au moins une demi-journée par semaine seul, où finalement l'autre est à la charge, l'enfant est à la charge de l'autre, sous sa responsabilité, pour nous permettre d'aller vivre des aventures personnelles, qui sont ressourçantes. Une fois de plus, ça peut être aller faire des photos. Moi, ça va être aller dans la nature, par exemple, aller photographier. C'est un moment de contemplation pour moi où je me ressource, où je me ressens. Si j'ai pas ça pendant 10 jours, je vois bien que mon équilibre il va pas. Et donc voilà comment on fait en sorte aussi que nos besoins individuels sont respectés dans cette parentalité. Et pour finir avec les temps, le temps avec les enfants. Donc ça, c'est les temps communs. Concrètement après, qui s'occupe de quoi et on peut rentrer dans des détails, préparer le repas, mettre la table, etc. Faut que ça reste assez souple. Et puis, ces moments communs, c'est par exemple de dire le dimanche, on n'est que pour la famille. Donc, le dimanche, on est les deux ensemble auprès des enfants. Voilà, ça peut être de dire on instaure une routine tous les soirs où la lecture du livre, c'est chacun notre tour, mais le dimanche, on lit, on est tous ensemble dans la chambre et on lit le livre ensemble. Là, après, soyez créatifs. J'allais dire, mais il y a plein de choses à mettre en place. Voilà, écoute, je réfléchis. Peut-être la communication. De la même façon qu'on voit la communication dans le couple, c'est bien aussi par la suite de voir la communication avec ses enfants, d'avoir une communication adaptée au mode sensoriel de ses enfants. Et je crois que le point final, ça va être de signer tout ça. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, signer le contrat qui permet un engagement mutuel. Peut-être que ce que j'ai envie de rajouter, parce que je crois que le mot contrat fait beaucoup peur, c'est qu'il doit rester souple. C'est-à-dire que ce contrat, moi, j'invite les gens par exemple, à le signer pour un mois et de simplement se tenir à ce qui est marqué. Voilà. Et puis voilà, si au bout de 10 jours, on se rend compte que non, il y a des choses qu'on a mis qui sont trop rigides, qui sont pas réalisables, qui sont trop difficiles, ok, écoute, on reprend un temps. Un contrat, ça doit pas être enfermant, rigide ou fixe. Ça doit permettre de mettre en place un cadre bienveillant et il doit rester souple et puis s'adapter aux besoins de chacun des membres du couple là, puisqu'on est sur le couple parental. Ouais, c'est intéressant. Avant de te parler, Loïs, j'avais jamais vraiment entendu cette notion de contrat parental. Est-ce que ça existe ailleurs? Est-ce que ça existe en France? Est-ce que ça vient des États-Unis? Très honnêtement, j'ai rien trouvé en existence ailleurs au niveau francophone, à l'étranger, mais dans des cadres différents. J'ai trouvé des parenting contracts qu'ils appellent, non plus sur les États-Unis, mais dans les détails, c'est plus des engagements que les parents prennent envers les enfants, et c'est souvent parce qu'ils ont des difficultés liées à des addictions. Donc, on estime qu'ils sont en déficience éducative, et en fait, on les accompagne dans un programme dans lequel ils s'engagent, à prendre soin en fait de leurs enfants. C'est plus réactif donc que proactif. Exactement. Et alors en France, puisque tu m'as demandé, en France, ils ont essayé de le mettre en place. Et c'était la même chose, c'est-à-dire que c'était en 2006 en France qu'ils ont mis une mesure en place. Mais l'idée, c'était plus de rappeler l'obligation, la responsabilité des parents envers leurs enfants. Et l'objectif, c'était de lutter contre l'absentéisme scolaire. Les raisons qui ont amené ce contrat, porter à la conscience ou à l'attention des parents que leur enfant a amené des troubles dans le milieu scolaire et tout ce qui va être difficulté liée à des carences éducatives. Et ces mesures, elles étaient assorties d'une punition qui était en gros la sanction de se voir supprimer les aides d'éducation, les aides sociales. Donc, c'était plus une mesure punitive que préventive et qui était un peu une sorte de lettre que les parents recevaient qui leur disait en gros on voit qu'il y a des manquements et on vous rappelle que vous avez des obligations et on vous rappelle que vous avez des aides. Donc c'était aussi un moyen de leur rappeler les aides auxquelles ils pouvaient
faire des demandes pour être accompagné concrètement, dans les chiffres, et c'était très précis, il y a eu 38 contrats en France signés en 4 ans. Donc, autant dire que ça n'a pas du tout été Pas vraiment. pris à sa mesure. Depuis, de ce que j'ai observé, donc ça a été annulé en 2010, ils en ont créé un nouveau, et qui est à ce moment-là un contrat local d'accompagnement social et parental. Alors, c'est un grand nom. Mais ça reste toujours pareil, c'est de dire aux parents, vous avez le droit à des aides. Mais finalement, à aucun moment, c'est l'État qui se positionne en tant que parent et qui rend obligatoire une sorte de réflexion aux parents. Pas très intéressant, pas très motivant, quoi. Non, parce qu'il y a une espèce de carotte de vous faites bien, vous faites pas bien, on vous rappelle votre engagement. Et moi, je pense que on est des êtres conscients, si on est des adultes responsables, l'idée, c'est de se poser des questions avant. Est-ce que tu as proposé ce contrat déjà aux couples qui sont venus te voir? Est-ce que tu as des retours, des opinions, des mamans, des papas? Comment ils réagissent quand tu commences à parler de ça? Mais écoute, sur ce que j'ai mis en place, très honnêtement, j'ai eu plutôt des parents qui, donc, il y a tout un parcours. Puisque finalement, les parents m'appellent au départ pour leur enfant. Je demande à voir l'enfant dans son contexte, son environnement familial, et je vois tout de suite du coup que il trouve que ça va pas forcément très bien dans le couple. Donc là, il y a un travail qui est plus individuel de chacun des parents, où est-ce qu'il en est. Et quand chacun des deux va un peu mieux, forcément, on se remet dans on est quoi comme couple et on est quoi comme parents. Donc, comme tu vois, il y a tout quand même un processus. Ça devient logique. Limite, ils sont dans l'attente de ça. Parce que ça devient clair qu'il y a besoin de dire les choses. De mettre simplement par écrit une communication, oser poser des questions qu'on n'a peut-être jamais osé se poser ou auxquelles on n'a jamais donné de réponse. Et donc, peut-être que je dirais, ça rejoint peut-être au départ, c'est-à-dire que les mamans sont très dynamiques, sont souvent plus dans cette démarche ou cette demande de clarifier. Et les papas, un peu, ils savent pas trop. Mais par contre, l'idée du contrat leur plaît. Donc, à ce moment-là, c'est eux qui prennent un peu plus la dynamique, je trouve. Et finalement, une fois qu'il est posé, tout le monde est rassuré parce qu'il n'est pas enfermant. Donc, pour les papas, il y a ce côté, il y a un cadre. Les choses, elles ont été dites finalement parce que très souvent, tu vois, c'est intéressant, tu parlais tout à l'heure de la communication. Les femmes disent les choses sans les dire et elles les disent de manière détournée où elles aimeraient bien que l'homme comprenne à leur place ou qu'ils se mettent à leur place. Concrètement, on n'est pas à la place de l'autre. Donc, elles font beaucoup de suggestions, des appels de pied sans dire. Et l'homme, il n'aime pas ça parce que c'est pas clair pour lui. Oui, je confirme. Voilà, dans sa fonction, il est là pour amener du cadre et que les choses elles soient claires et simples. Je déteste, j'arrive pas à lire entre les lignes. Et voilà. Et c'est ok, et c'est vraiment, ça c'est important aussi de se dire, c'est ok d'être comme ça, quoi. C'est ok, et même c'est riche. Vraiment, je vois beaucoup de richesse quand les parents arrivent au bout de ça, parce que justement, pour qu'il ait lieu ce contrat, le contrat, ça va être le cadre. Et ça, on est d'accord, c'est une version plus masculine, s'il fallait lui donner un genre. Mais pour qu'il ait lieu, il faut qu'il y ait toute cette intériorisation, cette réflexion, cette maturation qui va être plus féminine. Donc, finalement, les deux font un effort quand ils arrivent à ça, parce que l'homme va accepter d'essayer de mettre des mots, d'être dans sa sensibilité, d'exprimer ce qu'il ressent. La femme d'être dans l'accueil de ça et faire la même chose. Et une fois qu'ils l'ont accueilli, ils vont pouvoir le mettre en mots de manière assez simple pour eux et ça va devenir un contrat, un cadre avec ce côté masculin sécurisant. Voilà. Donc moi, je le trouve très, très intéressant même comme chemin à faire parce qu'il permet à chacun des deux d'aller dans son féminin et dans son masculin pour en sortir l'essentiel. C'est quelque chose qui fasse sens pour l'harmonie du couple. Ça prend combien de temps pour mettre le contrat en place? Parce que tu parles des discussions, des types de communication, les valeurs, par exemple. Enfin, si on me demande maintenant quelles sont mes valeurs, enfin, va falloir que je réfléchisse, déjà voir la liste des différentes valeurs. Quel type de communication? C'est pas forcément
quelque chose que je sais sur le bout des doigts sur comment me parler quand je suis pas en bonne forme, ou combien de temps ça prend en règle générale de ton expérience? Alors, je dirais qu'il y a deux façons d'aborder le contrat. Trois même, pardon. Tu as celle où les couples ont déjà réfléchi en amont. Donc, les choses sont dites, mais comme elles sont pas écrites, eh ben, il y a des digressions régulières d'un côté ou de l'autre, ce qui amène des conflits. Et donc là, c'est assez rapide parce qu'il y a déjà un cadre qui préexiste, mais qui n'est pas suffisamment concret dans la matière. Et le contrat, il aide à ça. Donc ça, si les gens voilà, on en discute, je donne les grandes lignes. Moi, évidemment, j'ai des documents après, des PDF. Et puis moi, là, j'accompagne réellement, c'est-à-dire on a des échanges. Sur Zoom, hein, vu la période Covid, et des fois en direct quand ça peut se faire, évidemment. Donc voilà, ça c'est la première situation. C'est une famille qui est consciente qu'il y a quelques déséquilibres, mais qui a déjà eu une réflexion en amont. Et le contrat, là, je dirais en 15 jours, 3 semaines, il est mis, en gros, les fameux 21 jours de réflexion qui permettent, voilà, il est là parce qu'il préexistait. Après, il y a le contrat de rapidité, c'est-à-dire on arrive et il y a une crise, enfin, je rentre en contact avec les gens et il y a une situation d'urgence, de crise, et où là on va pas avoir toute la réflexion, on va prendre que quelques items du contrat, ceux qui sont les plus importants et qui sont nécessaires de poser tout de suite pour ramener une sorte de base. Ça c'est en cas de crise, et donc on va pas faire tous les aspects du contrat. Et puis il y a ceux qui sont dans une démarche, donc au niveau du temps pour les cas d'urgence, du moment que les deux se disent OK, on se rend compte de la situation d'urgence, ce point-là, il faut absolument, la communication, ça va pas, quoi. Faut vraiment, donc, et ben là, ça dépend à quelle allure le couple, il a envie d'avancer, chacun se trouvant face à des résistances personnelles. Pareil, on va dire 15 jours, c'est gérable. Et après, ben, il y a le couple qui se dit, on a envie de réfléchir en amont. Si on s'entend bien, ça peut aller assez vite. Mais généralement, moi, ce que je remarque, c'est que chacun se trouve à un moment face à des résistances et le temps est nécessaire pour s'assouplir, Ouais. pour accepter des fois la vision de l'autre, ou parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas d'accord avec l'autre sur des valeurs fondamentales. Donc, et là, bah, ça peut prendre, j'allais dire, oui, 2 à 3 mois, quoi. Les plus longs, les plus longs, j'ai vu se mettre 3 mois quand il y a besoin d'aller investiguer chacun des items et que le couple, mais bon, après, on a un couple du coup qui a réfléchi à tout, qui a mis un cadre, et j'allais dire, je pense que c'est un temps, on est dans une société où tout doit aller très, très, très vite, hein. Mais c'est un temps que les couples, vous voyez, si on y pense avant même d'avoir un enfant, une grossesse, ça dure 9 mois, Ouais. Moi, je conseillerais pas de faire ça pendant une grossesse, hein. Attention. Pour suivre depuis justement la conception, enfin l'idée de la conception, c'est bien que ce soit fait avant. La grossesse, c'est vraiment un temps encore particulier, on va éviter de remuer les choses, donc c'est bien de l'avoir fait avant, ou de le faire après, parce qu'on se rend compte dans le quotidien que c'est une nécessité pour que les choses soient fluides et que ça roule, surtout quoi. pour le premier, on se rend pas forcément compte de tous les changements que ça va instaurer. Et une question que je me pose en t'entendant parler, est-ce qu'il y a déjà des couples qui se sont séparés en discutant de ce contrat, qui se sont rendus compte qu'ils ont des valeurs totalement opposées, ou est-ce que t'as jamais eu cette situation? J'ai eu la situation, je pense à un couple. Il n'y a pas eu de séparation, comment je dirais, séparation physique, mais il y a eu un grand flottement pendant le cheminement, un grand flottement, mais j'allais dire que le contrat n'a fait que révéler, dans le sens où le couple était déjà en difficulté sur plein de choses, et donc il y avait des conflits quasi journaliers, une incompréhension, mais où chacun des deux s'accommodait de la situation. C'est exactement le cas que je dis, un enfant n'a pas été bien. Et après, quand on se préoccupe de l'enfant, ça oblige les parents à réfléchir. Et ce sur quoi on met un couvercle au quotidien, là, ça remonte. Et donc, ça a créé une période de flottement. Mais si on est accompagné, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'être accompagné, dans le sens où parce qu'il y a un accompagnement, ça permet d'apaiser des situations de crise. Là où chacun peut se sentir sur la défensive vis-à-vis de l'autre, moi au milieu, justement, en tant que médiatrice,
Je suis là pour maintenir, être garante d'une harmonie entre les échanges, d'une harmonie. Donc, séparation réelle, non, mais situation inconfortable, comme tout changement, ça c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres contrats possibles dans la famille, pense, pourraient être utiles? Écoute, il y en a deux autres auxquels je pense, qui sont... alors, moi, j'adore les anglicismes. Alors, du coup, j'aurais donné des petits noms. Celui que j'appelle Happy Family. Mm-hmm. Et donc là, c'est plus... Alors, j'appelle plus un contrat. J'appelle ça une charte. Une charte familiale. Et là, l'objectif, c'est en famille. Et je dirais que c'est en gros, à partir des 7 ans de l'enfant, de l'inclure, et c'est sur les règles de la maison. Justement, alors pareil, on peut aller jusqu'aux tâches quotidiennes si nécessaire. Ça peut être juste les valeurs fondamentales sur lesquelles la famille elle s'appuie, d'être agréable, d'être dans la gratitude, voilà. Mais en tout cas, l'enfant, à ce moment-là, il est autour de la table et il a son mot à dire. Et dans l'idée aussi que le but, c'est de l'amener à être un adulte autonome, et que donc c'est bien qu'il puisse s'exprimer, en tout cas sur les sujets que les parents ont envie de co-créer avec l'enfant. Et à ce moment-là, j'allais dire, l'équipe s'est agrandie et on est trois. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà mis en place dans des familles? J'ai même mis en place, moi, à titre personnel, dans une relation où j'étais la belle-mère. Uh-huh. Et donc, ça a été effectivement nécessaire puisqu'Alexandre vivait chez nous et chez sa maman. Uh-huh. Et les règles n'étaient pas les mêmes. Et donc, il a bien fallu prendre une sorte de temps, de conseil familial pour dire, c'est OK comme tu vis chez ta maman. Et puis, quand tu es ici, il y a un nouveau cadre avec des nouvelles règles. Et j'avoue que ça a été grand changement du jour au lendemain. Et finalement, il avait besoin de ça. Et donc, je pense que c'est important pour les enfants d'avoir des cadres. Des cadres, et y compris le sien, qui a pu être de dire je veux que personne rentre dans ma chambre, par exemple. Et moi, par exemple, de dire OK, je sais pas, quand le linge est propre, et tu sais, il est plié et il se trouve à tel endroit dans la maison, pas dans la buanderie. Et donc, voilà. Là, quand je l'ai fait, il avait déjà une dizaine d'années. Mais j'ai trouvé génial qu'il puisse exprimer, par exemple, que il voulait pas qu'on rentre dans sa chambre à ce moment-là. Ça a évolué après. Mais à ce moment-là, il avait un besoin d'intimité. Sachant que moi, en gros, je rentrais dedans que pour passer l'aspirateur. Mais bon, lui pouvait le vivre comme quelque chose d'intrusif. Donc, c'était vraiment beau qu'il l'ait verbalisé. Et puis moi, qu'on trouve un moyen. Le linge, il est là. Du coup, je rentre pas dans ta chambre. Mais quand tu as besoin de linge propre, tu sais que c'est ici. Et voilà, c'est très pratique ce que je viens de vous dire, mais ça aurait pu amener des conflits au quotidien. Donc, on s'habille tous les jours. Si tous les jours, c'est où sont mes vêtements, quelqu'un est rentré dans ma chambre, je me sens pas bien, ou je sais pas quoi, voilà. Ouais, ça aide vraiment à mettre en place une routine, une discipline, un respect de certaines règles. Ça calme tout le monde. J'avais remarqué ça avec mon fils quand il est né et qu'on a commencé à mettre une routine en place. C'était vraiment tout le monde est au même point, au même plan, sur le même plan, et du coup ça aide énormément, je trouve. Peut-être qu'un dernier, je sais pas, mais là ça concernerait plus les ados et du coup Happy Teen ou Teenager, n'est-ce pas? Et là ça en est un différent parce que un enfant de 7, 8, 10 ans qui communique avec nous sur la charte familiale, c'est bien. Après, quand ils en ont 14, il y a d'autres besoins aussi. Et alors ça, honnêtement, je l'ai pas beaucoup utilisé. Ça a plus été dit en conseil pour des mamans qui ont des ados. Et la problématique, souvent, c'est l'histoire des écrans. L'usage des écrans, combien de temps devant l'ordi, combien de temps devant le téléphone. Est-ce que le téléphone, c'est un bien privé et ils le conservent avec eux, ou est-ce que c'est un téléphone, c'est un outil qui reste dans la pièce principale et ils ne l'ont pas avec eux dans leur chambre? Bref, voilà, elle avait besoin de conseils. Donc là, j'ai fait du sur-mesure, mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait
être utilisé de manière plus systématique, je pense, auprès de toutes les familles qui vivent avec des adolescents et où parfois les limites sont pas toujours simples à poser et à être respectées. Ouais, surtout en ce moment où c'est la seule façon qu'ils ont de communiquer avec le monde extérieur. Donc, ouais, moi, le mien, il joue sur Fortnite, mais il joue avec ses cousins en France, il joue avec ses copains, et ils ont. Et donc, où est-ce que tu mets la limite? C'est assez difficile, oui, effectivement. On arrive vers la fin de cet entretien. Je te remercie, Loïs. J'ai quelques questions finales à te poser. Est-ce que tu aurais des conseils aux pères, aux papas qui nous écoutent? Osez prendre vos places, osez prendre votre place, osez être inventif et osez créer et manifester une nouvelle forme de la fonction de père. Voilà. Je crois que le bon résumé, d'oser être des hommes sensibles, mais pas oublier que vous représentez aussi la force, la puissance, et que quand elle est mise au service de l'humanité et avec sensibilité, c'est à mon avis un duo gagnant. Et voilà. Encourager en tout cas les nouveaux pères. J'aime bien. Aurais-tu des conseils aux femmes qui veulent aider les pères? Eh bien, je dirais sortir des clivages hommes-femmes, oser regarder leur partenaire avec un regard curieux, différent, et les voir comme des êtres avec tout un potentiel et pas seulement comme une projection de leur propre père, ou voilà, de pas limiter l'homme dans sa capacité à changer et à évoluer. Voilà, je pense que ça c'est s'ouvrir à la nouveauté et de grâce. Mais ça c'est plus personnel, de ne pas rentrer dans un féminisme qui voudrait prendre les armes finalement et cette puissance que le masculin il a pour finalement se retrouver à faire la même chose, à savoir soumettre et écraser le masculin. On a besoin de virilité, on a besoin de force, on a besoin de puissance, on a besoin d'engagement, et que ça, les deux partenaires peuvent le faire du moment que c'est guidé par l'amour de soi, l'amour des autres, le respect et la sensibilité. C'est un beau conseil, merci. Et la dernière question, Loïs, c'est est-ce que tu as un livre, un film, un podcast, une série sur Netflix ou autre à conseiller aux auditeurs? Ça peut être aussi Amazon Prime, hein, sans problème. Alors, je dirais de manière générale, si c'est des lectures sur la parentalité, les livres du Dr Geoghegan, qui explique beaucoup le cerveau, les émotions, et je crois que ça explique surtout, y compris nous en tant qu'adultes, comment on s'est construit et comment ne pas avoir peur de ses émotions. Ce ne sont que des outils et on n'est pas réduit qu'à ça. Donc ça, je crois que c'est un truc important. Et peut-être pour ceux qui sont dans cette réflexion de avoir des enfants, pas avoir des enfants, c'est quoi être parent, un livre que je suis pas d'accord avec tout, on est d'accord, mais il a le mérite de porter une réflexion qui s'appelle Permis de procréer d'Antoine Bueno, voilà, qui est justement sur alors l'impact écologique d'avoir des enfants, mais il pousse un peu plus loin. Le titre est un peu provocateur, hein, Permis de procréer, mais il a l'avantage de nous questionner et de nous remettre un peu les pendules à l'heure sur entre autres, tout ce qu'on demande aux parents qui vont l'être de manière adoptive, alors qu'il n'est rien demandé à des parents qui peuvent le faire biologiquement, et pourtant c'est la même fonction qu'ils vont avoir. Donc, absolument, voilà. Oui. Intéressant de remettre les choses sur un pied d'égalité. D'accord, bon, je vais mettre tout ça dans les descriptions, les liens et autres. Loïs, je te remercie. J'ai vraiment passé 30-40 minutes, je ne sais pas combien de temps on a passé à discuter ensemble. C'était vraiment très intéressant. C'est un contrat parental, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé et je pense qu'il y a de gros bénéfices pour les deux parties et même pour les enfants. Donc, je te remercie d'avoir partagé ça. Je mettrai tes détails, les détails de ton site et comment te contacter dans la description de ce podcast. Je te remercie et passe une bonne journée. Merci à toi. Merci beaucoup, Cédric. C'était vraiment un très bel échange et moi, j'ai envie de te dire un grand merci pour le travail que tu fais
auprès justement des hommes, pour que vous puissiez vous, non pas vous définir, mais vous recréer dans une identité qui vous corresponde aujourd'hui dans l'homme de ce siècle. Merci à toi. Merci, au revoir.